Gilbert, avec l'été, forcément, la libido peut un peu s'envoler, ou ça dépend pour certains. Est-ce qu'il y a quand même des précautions à prendre en matière de sexualité lorsqu'il fait très chaud? C'est vrai qu'on entend souvent les conseils de précaution quand il fait chaud, mais pour la santé générale, bien s'hydrater, rester au frais, pas faire d'efforts importants. On connaît un peu ces conseils qui sont destinés à éviter de faire une hypotension ou avoir des problèmes cardio-respiratoires, surtout pour des personnes qui sont fragiles sur ce plan. Or, l'activité sexuelle est aussi une activité cardio-respiratoire. Et il y a une recommandation internationale peu connue, et pourtant, ça s'appelle le consensus de Princeton, qui dit la chose suivante: si vous ne pouvez pas monter 1 à 2 étages à pied sans avoir une gêne dans la poitrine, être essoufflé, obligé de s'arrêter, reprendre votre souffle en arrivant, c'est que vous n'êtes probablement pas dans les bonnes conditions cardio-respiratoires pour avoir un rapport sexuel. Ah bah rien que ça. Voilà. Mais ça veut dire qu'avant un rapport, on fait quoi? On fait le test des 2 escaliers? Évidemment, les gens que vous voyez en vacances monter les escaliers, c'est des sexologues qui se testent. Voilà. Pour le test de Princeton. C'est ça. Non, évidemment, dans la vie de tous les jours, on va faire des choses pratiques, simples, déjà des choses vraiment de bon sens, s'hydrater avant et après, surtout si on a bu de l'alcool, si on s'est exposé au soleil. Être dans un endroit, privilégier les horaires plutôt de fraîcheur, le matin, fin de journée, le soir. Quelque chose d'un peu plus sexologique, c'est favoriser l'activité sexuelle qui est basée plus sur la sensorialité, plus sur le côté langoureux, le slow sex. C'est pas le moment de faire des performances, quoi. Le slow sex. Le Donc slow on y va sex, lentement, quoi. Un truc à la cool. Et le slow sex, c'est on enlève le téléphone, on enlève les tablettes, tout ce qui indique l'heure. Et on va faire l'amour sans s'intéresser à quelle heure il est et comme on a envie. D'accord. Et adopter des positions que j'appelle aérées, c'est-à-dire des positions où on n'est pas collé l'un à l'autre pour éviter de faire monter la température du corps. Et en général, ce sont des positions qui demandent aussi moins d'efforts. C'est l'andromaque, cuillère, chaise, etc. Pour les personnes qui ont une insuffisance respiratoire ou de l'asthme, elle révise le Kama Sutra, Clémentine. Oui, Les personnes qui ont une insuffisance respiratoire ou asthmatique, je vous conseille de faire 2 bouffées de ventoline avant ou même pendant l'acte si vous en ressentez le besoin. Alors certains peuvent être tentés lorsqu'il fait très chaud par le sexe dans l'eau, mais la mer, la piscine, la douche, c'est peut-être tentant, mais tentant, bon. ça rafraîchit, mais il y a quelques précautions à avoir, je les ai résumées en 5 commandements. Premier commandement, contre les IST et les grossesses non désirées, tu te protégeras. Parce que beaucoup de personnes pensent que comme c'est dans l'eau, on ne va pas attraper une infection sexuellement transmissible. Si dès qu'il y a contact des organes génitaux, ça peut se transmettre. Et du moment qu'il y a une éjaculation dans le canal vaginal, une grossesse est possible. Donc on applique les mêmes préventions. Deuxième conseil, ça peut faire sourire, mais on sait que ça arrive. Hors de l'eau, le préservatif, tu mettras. Ah bah oui. Ben oui, certaines personnes essayent de le mettre dans l'eau. Alors évidemment, c'est pas seulement pas pratique, mais en plus, le fait qu'il y ait de l'eau entre le préservatif et le pénis, c'est surtout qu'il y a le risque de le perdre pendant le rapport sexuel. Voilà. Je ne sais pas s'il mérite de se reproduire. Attendez la suite, Clémentine, attendez la suite. Non, mais franchement. Bon. Troisième commandement, du lubrifiant, tu utiliseras. Alors c'est important parce que ça peut être contre-intuitif. Certains pourraient se dire, il y a de l'eau, pourquoi mettre du lubrifiant? Mais ça n'a rien à voir. Parce que l'eau hydrate de l'intérieur, mais dessèche de l'extérieur. Quand on la met sur la peau, sur la muqueuse, elle va dessécher. Si en plus l'eau est traitée, il y a du chlore ou c'est de l'eau salée, vous êtes sûr d'avoir de l'irritation. Au minimum, un peu de salive. Ah oui, autre chose, on n'utilise pas comme lubrifiant le gel douche, les crèmes solaires, les crèmes hydratantes. Ce ne sont pas des lubrifiants, même si ça glisse quand vous les mettez sur l'eau, c'est plutôt des irritants. Oui, bon, là, on est d'accord jusque-là. D'autres recommandations? D'autres recommandations, il y a la 4e. Là où tu es à pied, tu t'aimeras. Ah. Tu aimeras. C'est-à-dire, quand vous faites l'amour dans l'eau, c'est génial, on flotte, il y a une ambiance un peu romantique. Mais s'il y en a un des deux qui a une fatigue, une crampe ou une glissade, il faut mieux avoir un pied. Donc, on ne va pas s'aventurer en plein mer. Demandez aux sauveteurs en mer, vous verrez qu'il y a des histoires comme ça. Et le 5e commandement, c'est après l'amour, tu rinceras et tu sécheras. On rince avec de l'eau douce pour enlever l'eau salée ou l'eau qui a été traitée. Et on sèche. On peut mettre, par exemple, un sous-vêtement qui est sec ou un maillot de bain qui est sec. Ça évitera d'avoir des mycoses et des irritations après l'acte sexuel. Bon, merci de toutes ces informations pratiques, parce que finalement, le plaisir, c'est bien, mais autant être informé et protégé. Exact. Vivement les vacances. Complicité, liberté et profiter. Merci beaucoup, Gilbert. Et tout de suite, on retrouve Clémentine. Alors Clémentine, aujourd'hui, vous nous parlez de quelque chose d'extraordinaire, une pratique dans les années 30. Née en Angleterre et aux États-Unis, certaines mamans n'hésitaient pas à enfermer leur bébé dans une cage
À l'air libre. C'était la grande mode. En réalité, le haut de cette pratique, c'est les années 30, mais dès le début 1900, ça commence à exister. Et alors, en effet, les mamans se ruent sur ces espèces de cages qu'on fixe. On les fixe au balcon. Et ça s'appelle le baby herring. Ça a été pratiqué en Angleterre et aux États-Unis. C'est-à-dire l'aération du bébé. Ce qu'on voit à l'image, là. Ce que vous voyez à l'image, regardez, elle est tout à fait là. Elle est sans doute absolument convaincue d'être une très bonne mère. Et pour cause, les médecins, les spécialistes de la pédiatrie des nourrissons encouragent cette pratique. C'est en particulier un médecin qui s'appelait le Dr Holt, un médecin américain, qui est considéré comme le père de la pédiatrie américaine. Le voici à l'écran. Lui, il dirige le plus grand hôpital pédiatrique de New York dans les années 1880 et il a encouragé cette pratique du baby herring. Il a constaté en effet que selon lui, les enfants qu'on fait dormir au froid sont plutôt en meilleure forme. Donc c'est à lui qu'on doit cette invention de la cage à bébé ? Non, c'est pas à lui qu'on la doit. Il l'a simplement fortement encouragé. En fait, si vous voulez, il a notamment, cet homme-là, permis de développer un certain nombre de pratiques dans l'ordre du soin aux nourrissons, tout à fait nouvelles, et notamment pour ce qu'on appelle la protection, le soin du lait. Parce que les bactéries dans les logements venaient notamment du lait. Il a constaté qu'il y avait une corrélation entre la prolifération des bactéries et la mortalité infantile. Et la mortalité infantile, dans les années 1870, elle est très importante, c'est 20%, c'est énorme. Et donc, il va soutenir cette pratique, du coup. Il va soutenir cette pratique, pas tellement. C'est pas encore la pasteurisation. La pasteurisation, c'est les années 1860 avec la théorie des germes de Pasteur. On chauffe le lait. Lui, il va préconiser de se laver les mains quand on manipule du lait, de nettoyer les pies des vaches quand on les traite, de conserver le lait dans de bonnes conditions. Et son intervention va permettre de réduire de façon tout à fait sensible la mortalité infantile dans ces années-là aux États-Unis. Et il donne des recommandations de laisser les bébés du coup à l'extérieur. Oui, ça les tout à renforcerait. fait. D'ailleurs, il le dit. Il a écrit une somme en 1894 qui est un peu, si vous voulez, le Régine Pernoud. J'élève mon enfant sans me salir les mains ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment la Bible, si vous voulez. Et ce livre, c'est la Bible. Et dans ce livre, il dit j'ai constaté que les enfants qui dorment au frais résistent mieux au rhume et à la grippe. Et c'est tout à fait possible, en tout cas. En tout cas, les mères de famille, regardez... En fait, ce qui est terrible, c'est que ça devait être bien arrimé à la fenêtre, de toute façon. Regardez, cette dame, non, elle trouve que c'est tout à fait normal. Et en effet, si c'est bien fixé, pourquoi pas profiter un petit peu de l'air. Le problème, c'est que, en effet, les mères de famille se ruent là-dessus. Mais elles n'ont pas tellement d'informations sur la façon dont il faut... combien de temps laisser le bébé ? Faut-il qu'il soit habillé ? Faut-il qu'il soit tout nu ? Et il va y avoir un petit peu des drames comme ça. Et dans tous les milieux, parce que Eleanor Roosevelt, qui vient d'un milieu, c'est une WASP, elle vient d'un milieu très favorisé, elle est la future femme du président de la République américaine. Eh bien, elle achète une cage à bébé pour son premier bébé, Anna, qui naît en 1906. Elle a 6 enfants. Bon, et elle se dit, je suis une bonne mère, je mets ma cage à bébé. Le problème, c'est que la cage à bébé, elle est complètement à l'ombre, elle est au nord, elle met son bébé tout nu là-dedans, et le bébé, elle le laisse indéfiniment. Évidemment, le bébé pousse des hurlements et il meurt de froid. Et les voisins vont aller la dénoncer en disant, écoutez, ça suffit, maintenant avec votre bébé, on va vous dénoncer à des associations de protection de l'enfance pour cruauté. Et la pauvre Eleanor Roosevelt, on le sait parce qu'elle en a témoigné après, elle était mortifiée. Elle disait, mais je suis extrêmement choquée. Moi, j'étais persuadée d'être une mère très moderne. Et ça a duré longtemps, cet engouement ? Ça a duré, je le disais, jusque dans les années 30 et après, parce que, voyez-vous, d'abord, il y a même une Américaine anglaise qui est allée inventer une espèce de cage à bébé qui ressemble à un poulailler. C'est comme un gros sac à dos, ça serait une cage à bébé portative. Vous prenez ça sur le dos, regardez ça, vous mettez ça, déjà, il faut arriver à la monter, il faut avoir le sens du mode d'emploi, mais vous baladez avec ça dans la rue, et puis vous mettez votre bébé dedans. Il y a eu un moment en Angleterre même où on a distribué gratuitement des cages aux bébés aux mères. Et même après la Seconde Guerre mondiale, quand on a dû rebâtir Londres, les architectes ont pensé à un petit balcon spécialement pour les bébés. Donc cette idée de mettre les bébés au froid et dehors, c'est vraiment entré, y compris dans les règles de l'urbanisme. C'est vrai que ces cages sont assez dérangeantes. Heureusement, elles ont été abandonnées. Mais c'est vrai qu'en Scandinavie, par exemple, on laisse des bébés à l'air libre faire la sieste.
on considère que c'est bon pour leur développement, leur santé et leur sommeil. Bah oui. C'était vraiment passionnant. C'est quand Merci même beaucoup, l'idée Clémentine. que tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et que en vous Condition mettant que au la cage froid. ne tombe pas ouais. du balcon. Moi, je suis née en Afrique personnellement, donc je n'ai pas expérimenté la cage à On bébé parlera de votre à me enfance une autre geler fois. à l'ombre. Merci beaucoup, Clémentine.